Bonjour, chers amis téléspectateurs. Voilà, le mois de juillet arrive avec son émission, une émission qui sera plutôt musicale aujourd'hui, mais qui se veut tout autant pédagogique, hein. Il ne s'agit pas de jouer, d'aimer du rythme et de danser. Il s'agit aussi de comprendre de quoi est fait le rythme, dans quelle tradition il s'inscrit et pourquoi ce rythme-là plutôt qu'un autre, pourquoi cet instrument-là plutôt qu'un autre, et pourquoi cette personne-là plutôt qu'une autre. Voilà. Donc j'ai beaucoup de plaisir à recevoir cet après-midi un invité qui est de passage. J'ai appris sa présence à la Martinique accidentellement, et donc je me suis dépêchée de l'inviter. Je ne sais pas s'il est prêt, mais en tout cas il va jouer le jeu. Il s'appelle Ali Boulo Santos Sissoko, qui est griot et joueur de kora. Bonsoir, Monsieur Sissoko. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir Martinique. Badi Maninkolu ananka moy lalu mbal kontonna mang le nuyu di len sante di len gërëm. D'accord. Je suis sûre que vous avez compris. Et il y a aussi Haïti, les États-Unis, le Canada, tous les gens de la diaspora qui s'intéressent à ce que j'appelle notre culture, même si elle a des déclinaisons un peu spécifiques du fait qu'elle s'est développée de manière intrinsèque ou endogène dans les lieux de déportation de nos ancêtres, mais ça reste une racine commune puisque nous nous retrouvons dans ces airs-là, dans ces musiques-là, dans ces rythmes-là. Voilà. Donc, Monsieur Sissoko va nous expliquer ce que c'est que la kora. Et voilà, il y a un lien très étroit entre la kora et le personnage, le griot, le conte, le maintien des traditions et les transmissions orales. On a dit que le peuple noir était un peuple de l'oraliture. Je ne partage pas tout à fait cet aspect-là, parce que le peuple noir a inventé l'écriture aussi. Donc voilà, mais on parlera de tout ça avec monsieur... Donc, je vous répète son nom, Ali Boulo Santos Sissoko. Vous pourrez toujours fouiller sur YouTube, sur Internet et trouver des séquences filmées, des vidéos ou aussi des explications sur ce que sont griots, enfin les différentes, si vous voulez, j'appelle ça institution, parce qu'on est dans le domaine de l'anthropologie, de l'ethnologie, un peu de sociologie, on va parler de la modernité. Et c'est tout cela qui nous permet aujourd'hui de comprendre comment l'Afrique change, mais aussi comment elle va à l'encontre, ou bien comment ces enfants de la diaspora reviennent à elle, et comment se crée le lien, qu'est-ce qui change dans la façon qu'on a, la façon commune peut-être qu'on a eu d'envisager la musique peut-être, et sa fonction, puisque vous savez qu'en Afrique, la musique n'était pas destinée forcément à l'amusement, même si elle y a contribué. Elle avait plutôt une dimension sacrée qu'elle a gardée dans beaucoup de régions. Voilà. Donc, avec vous, donc c'est par Nicolas. Nicolas, vous allez vous présenter. Bonsoir. Bonsoir, donc, je m'appelle Nicolas Pierrel. Pierrel. Moi, je suis un élève, l'élève d'Ali. Voilà. Voilà, c'est mon maître. Donc, il m'apprend à jouer la kora depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc, on va analyser un petit peu le lien maître-élève, parce qu'il est toujours un peu complexe. Et il y a le dicton qui nous dit que l'élève dépasse le maître. Donc, il faut qu'on sache comment vous allez gérer ça aussi, quand l'élève dépassera le maître. Et puis, de chez nous, on a Gabriel Sibrelis, que beaucoup de gens connaissent, qui est musicien, qui crée beaucoup d'ailleurs. Il a une activité d'écrivain aussi qu'on ignore, mais il écrit de très beaux livres pour les ados, les enfants et les adolescents. Il est musicien, il est l'un des premiers à nous avoir vraiment rapporté l'Afrique, cette Afrique musicale-là, sortie du tambour et des instruments plus traditionnels que nous connaissons. Gabriel travaille le balafon depuis très longtemps, et il dispense aussi des formations. Il a un maître aussi qui, lui, est du Burkina Faso, avec qui il apprend à jouer de l'instrument. Donc, on verra que, voilà, ça n'est pas parce que le balafon et la kora viennent d'Afrique du Nord, de l'Ouest, que, voilà.
que les symboliques, les jeux, les écritures, parce qu'il y a un jeu de notes aussi, de retranscription sous forme de notes qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, c'est cette diversité-là dans l'un, dans l'unique, dans l'unité, dans l'origine africaine qui, si vous voulez, qui rapproche et en même temps qui ne fusionne pas, puisque chaque entité, vous savez, on parle d'ethnie, je ne sais pas quel mot utiliser pour parler des différents peuples qui peuplent le continent africain, mais bon, voilà. Donc on va essayer d'entrer dans c'est une dimension un peu anthropologique, ou de l'ethnomusicologie, mais je ne suis pas ethnomusicologue, je suis sociologue et j'essaierai de jouer la naïve, de me faire un peu l'avocat du diable aussi, pour que nos spécialistes vous informent véritablement de l'histoire et l'intérêt de tels instruments et l'intérêt de s'intéresser à ces instruments-là. Alors, donc on va commencer par Monsieur Ali Bongo Santo Bulo Santo Sissoko. Pourquoi est-ce que votre nom est si long? C'est mon nom d'artiste. D'accord. Voilà, Ali Bulo, ça veut dire les mains en haut, en l'air comme ça. Ali Bulo Santo. Santo, c'est en haut. Ali Bulo, c'est les mains. Santo, c'est en haut. Sissoko, c'est mon nom de famille. Oui, parce que j'ai trouvé que vous faites partie de la nouvelle génération, mais on ne parle de vous qu'en termes de Ali Bulo Santo. Hein? Donc on n'a pas mentionné Sissoko, mais j'avais entendu Sissoko, donc je l'ai gardé. Voilà, alors dites-nous un peu, on va essayer d'affiner le questionnement à mesure qu'on avance, mais d'abord, on va décrire l'instrument. C'est une kora. Vous êtes comment est-ce que vous appelez ça? Je suis Kora Fola. Kora Fola. Voilà. D'accord. Kora Fola, ça veut dire le jour de Kora. Joueur de kora. Kora Fola, d'accord. Alors dites-nous un peu de l'instrument. L'instrument, je suis Kora Fola, je suis un griot. Je suis né dans une famille de griots. Mon arrière-grand-père et jusqu'à mon grand-père, jusqu'à mon père, jouaient la kora. Ma mère chantait. Je n'ai pas fait l'école française écrite. Je fais l'école de la kora que mon père qui m'a appris oralement. Je me suis démerdé pour parler français comme ça, donc voilà. Et la kora, mon grand-père, c'était le roi de la kora, qui s'appelle Sunjulu Sissoko, à côté maternel. Mon père, qui aussi, son père qui avait appris à Sunjulu de jouer de la kora. Ça s'est transmis donc en lignée de génération en génération. Et vous êtes dans la transmission, vous êtes quelle génération? Ah, là je ne peux pas dire parce que c'est très ancien. C'est très ancien. On peut dire 17e génération. D'accord. 17e génération. Et donc c'est un système en soi, puisque vous dites que vous n'êtes pas allé à l'école d'État, mais vous êtes allé à l'école de chez vous. Avec mon père. Et il vous apprenait quoi? À jouer de la kora? À jouer de la kora, à fabriquer de la kora. D'accord. Et la musique. Donc vous étiez un artisan? Artisan, je fabrique les koras aussi. Vous fabriquiez? Voilà. Mais vous fabriquez encore? Jusqu'à présent, je vis. D'accord. Donc, ce qu'on entend par école classique traditionnelle, ça n'a pas été nécessaire pour vous pour apprendre J'étais allé quand même à conservatoire. C'est mon père qui m'a dit que pour aller au conservatoire de Dakar, Sénégal. J'étais diplômé là-bas pour 7 ans. Je suis resté
Je suis diplômé avec la musique traditionnelle. Mais ce que j'ai appris à l'école, déjà, moi, je l'ai déjà appris chez moi. Chez vous, d'accord. Voilà, je n'avais pas de problème. D'accord. Ça veut dire qu'on peut ne pas naître griot et apprendre et le devenir par apprentissage en passant par une école comme celle que vous venez de mentionner? Pardon? On peut ne pas naître dans un milieu de griot oui. et désirer apprendre la kora? Ah, bien sûr. Et puis? Voilà le cas. Il y a Nicolas qui est là. Il y a beaucoup de griots, même qui jouent de la kora. C'était pas aligné dans la kora. Peut-être c'est des griots balafon ou c'est des griots tam-tam, percussion, ou guitare. Voilà. Parce que dans la famille de griots, c'est comme une université. Il y a des matières. Comme chez moi, il y a le balafon, il y a des percussions. Je joue aussi des percussions. Il y a des bolons, l'instrument bolon. Il y a la kora. Et il y a des personnes qui rencontrent des histoires, qui apprennent pour rencontrer des histoires. On dit des contes, voilà. Oui, j'ai vu. Voilà. J'ai trouvé 2 contes. Donc il y a des personnes qui viennent pour jouer seulement. Il y a des personnes qui viennent pour chanter. Donc voilà, chez moi, comment. Et qui est-ce qui vous apprend, par exemple, si vous êtes spécialisé, c'est ce que je comprends, vous êtes des artisans, ça se fait par transmission quand vous êtes né griot de père en fils, ou alors vous allez dans une école, une sorte d'école spécialisée, et que vous vous spécialisez dans un domaine, le chant, la kora, le tambour, c'est bien ça là? Voilà. Oui? En fait, si je comprends, d'abord, il faut naître griot. Papa, maman, ce sont des griots et arrière-grand-père. Donc, on ne devient pas griot. D'accord. Il faut naître griot. Voilà, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui n'est pas griot, qui peut même jouer la kora plus que le griot, plus fort. D'accord. Voilà. Donc, on va voir ce qui distingue le griot du joueur de kora. Parce qu'on a 2 niveaux. On a le griot qui est korifola, korifola, et on a celui qui est joueur qui rencontre de kora, qui apprend, parce que c'est un instrument qui l'intéresse. Oui. Donc, on associe bien à dessin, kora et griot. Voilà. Il y a bien une fonction spécifique qui allie le fait d'être griot avec beaucoup de responsabilités et le fait d'être simplement joueur. Alors, c'est Nicolas qui vous a fait venir à la Martinique, c'est bien ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Voilà. Et vous-même, Nicolas, vous êtes joueur de... Donc, vous apprenez, vous n'êtes pas... J'apprends la kora, c'est ma passion. D'accord. Ça fait 14 ans. Oui. Et à l'origine, je suis allé au Mali apprendre. Et puis ensuite, j'ai rencontré Ali. Et c'est là d'ailleurs que j'ai compris que la kora en fait venait du Sénégal et non du Mali, parce que dans notre imaginaire, c'est vrai que le Mali, il y a eu un grand empire et du coup un rayonnement aussi culturel très important. Mais c'est vrai que la kora est plus originaire des régions côtières d'Afrique de l'Ouest, donc du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Et voilà, et Ali m'a accepté en tant qu'élève, parce qu'on ne peut pas non plus aller prendre des cours de kora comme ça, où ça se fait, mais on ne va pas apprendre grand-chose. Par contre, quand un maître nous prend comme élève, là, on peut apprendre vraiment l'instrument, la tradition. Mais est-ce qu'un griot a le pouvoir de décider de prendre quelqu'un comme ça comme élève? Oui, parce que vous sortez un peu des traditions, de ce qui se faisait, non? Non, je sors pas. Mais c'est normal. Si quelqu'un veut apprendre la kora, et c'est sérieux, ce qu'il veut, ça le tient au cœur, je ne vois pas. Il faut l'apprendre. Sinon... Non, la question c'est, est-ce que dans la façon dont les traditions se transmettent et de la façon dont les rôles sont joués, est-ce que vous recevez par exemple votre don et puis vos qualités par votre naissance?
dans votre naissance. Oui. Par les parents et transmission. Est-ce que vous êtes libre de disposer de ce don-là comme vous voulez? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, il n'y a pas. Mais c'est pour cela je suis là. C'est pour cela que je suis là. Hein, je peux dire. Non, parce que vous parlez d'école. Il y a Oui. aussi des écoles qui apprennent à jouer de l'instrument. D'accord. Voilà. Alors, comment vous étiez au Mali, c'est ça? Et vous avez eu envie? En fait, c'est à la Martinique. Il y a le Ballet National du Mali qui est venu en 2005. Qui est venu, d'accord. Moi, je jouais des percussions à l'époque. J'étais déjà allé au Mali. D'accord. C'est là que j'ai acquis une kora. Et le vieux qui me l'a vendu m'a dit fais attention, c'est pas n'importe quel instrument qui est là. Absolument. Il a un pouvoir particulier. Bon, il m'a raconté des petites choses. Et puis, il m'a donné sa carte. Et je suis allé à Bamako le voir pour apprendre. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous parlait dans l'instrument? Qu'est-ce qui me parlait? Oui. Bah, c'est très mélodieux, c'est un très bel instrument. Enfin, j'aurais pas imaginé pouvoir savoir en jouer un jour. Je l'écoutais avec admiration. Après, quand l'instrument, en fait, on dit aussi, enfin moi c'est ma sensation, l'instrument vous rencontre. C'est pas forcément, on va pas dans un magasin de musique acheter une kora. Il faut rencontrer un griot qui va nous donner son instrument. Donc c'est déjà un acte énorme. Et ensuite, une fois qu'on a l'instrument d'un griot, bah, on doit apprendre. Enfin, voilà. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, moi. Et ensuite, les choses ont fait que j'ai rencontré Ali, avant Jenny Moussa Condé, qui est un Guinéen, qui est venu en Martinique, qui m'a appris. Et puis Ali, on a eu un rapport particulier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon maître, donc il m'apprend à jouer. Donc je lui dois beaucoup, tout. Quand je joue, c'est grâce à lui. Sans lui, je peux rien jouer. Donc, je mets des choses en œuvre pour le remercier. Et sa venue ici, c'est une façon de le remercier. Voilà, tout simplement. Et que vous avez le pouvoir de refuser un élève ou pas, non? Oui, Sur quelle base? sur une élève qui veut apprendre comme ça pour plaisir. Oui, mais c'est ce Pas, que veut non, Nicolas. pas ce plaisir-là. Parce que D'accord. lui, il va faire une carrière. D'accord. Voilà. Tu sais, il y a des personnes qui viennent jouer la kora parce que c'est beau. Oui. Voilà. Oui. Et moi, ça, c'est pas mon truc. Alors, c'est quoi votre truc? C'est quelqu'un qui aime la kora, qui respecte, qui le travaille. Donc là, parce que si c'était ça, aujourd'hui, je suis un millionnaire. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je peux descendre ici, voir des gens, viens, je vous donne quelques notes, je prends l'argent et partir. Moi, ça, c'est pas mon truc. Tu viens, tu apprends pour définitif. Bien sûr. Et puis, je fais. Enfin, il faut un suivi, c'est ce que vous Voilà. dites. Il faut un suivi, Voilà. un investissement. S'il n'y a pas ça, vraiment, mon cœur même, voilà, n'accepte pas. Mais par rapport à votre à l'agencement entre la fonction de griot et l'instrument, qu'est-ce que vous transmettez ou qu'est-ce qui ne vous est pas permis de transmettre, de partager? De partager. Parce qu'on a dit au départ, c'est quand même un instrument qu'on considère comme sacré. Et la fonction de griot, elle n'est pas banale non plus. Hein. Non. C'est une fonction qui demande d'abord qui est d'une grande responsabilité d'abord. Hein, Ouais, bien sûr. de vous vis-à-vis de votre groupe ethnique ou de votre société. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous est permis de donner, de transmettre ou de ne pas transmettre? Ou est-ce que vous disposez très librement de ce que vous recevez en héritage? Moi, je suis libre à partager mon connaissance que j'ai. D'accord. Mais là, la question, c'est-à-dire les personnes qui sont devant moi, est-ce que je devais les donner tout ou je ne le donne pas tout? Ça dépend de cette personne-là. Parce qu'on ne donne pas comme ça les secrets de la kora. Ça, c'est vrai. Mais on peut le donner. Comme le balafon aussi. Voilà, on peut le donner. Oui, tous Ça les dépend instruments. des personnes qui est devant toi. Parce qu'aujourd'hui, si on a un peu de connaissance de la kora, si mon père m'avait donné ça, et puis son père lui aussi l'a donné, c'est pour garder le truc. Donc il faut choisir ça, les personnes qu'on le donne. D'accord. Voilà. Mais comme je viens de dire tout à l'heure,
un élève qui veut jouer, s'il est là pendant... Parce que la kora se apprend normalement chez nous, les gens qui étaient au Mali, Guinée, viennent pendant 10 ans à la maison, sans toucher la kora. Ils vont faire... mon père l'envoie pour acheter des bâtons ou bien pour acheter ces trucs, rien à voir sur la kora. Pendant 10 ans. Jusqu'à un moment donné, mon père le dit que je t'ai libéré. Voyez. Non, donc, il faut désirer. voilà. Il faut désirer l'instrument. Je t'ai libéré. Et Il dit, mais moi, je n'ai jamais joué de la kora. Mais comment il me libère? Mais il va aller tout seul, il le fabrique une kora, il le donne, il va aller tout seul, il va jouer automatiquement. Ce qu'il entend, il va jouer. Donc, parce qu'on l'avait préparé pendant 10 ans. Donc, un secret de la kora ou quelques secrets de la kora, ça dépend l'homme qui est en face. Ça dépend l'élève qui est en face. de l'intérêt qu'il porte à l'instrument. Et vous, Gabriel, vous avez comment avez-vous eu connaissance de cet instrument? Vous parlez de la kora. Eh bien, c'est pratiquement la même période. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des bals africains qui venaient ici. Il y avait Djeli Moussa Kondé, il y avait, comment on l'appelle, le djembé Fola qui est au Québec, à Marakanté, et il y avait Abdoulaye Dembélé. Un beau jour, on faisait des stages de djembé, et puis un beau jour, j'ai amené mon xylophone, et puis il m'a dit, mais tu joues, et donc voilà, je vais te transmettre un balafon. Mais après ça, tout a commencé, c'était en 2005, je crois, parce que ça a duré de 2005 jusqu'à... Mais on en voulait tellement, donc on jouait, on écoutait sur YouTube, on achetait des CD, on se passait des CD, c'est comme ça s'est fait. Et là, avec Djeli Moussa Kondé, j'ai écouté Djeli Moussa Kondé, qui est un homme qui est empreint d'une grande douceur. Et cet instrument m'a beaucoup touché, en fait, les cordes. Mais moi, j'étais intéressé, c'est le bois, c'est le balafon qui m'intéressait. Donc, en fait, j'ai cherché, j'ai fait des petits stages avec Sori Diabaté, avec Abdoulaye. Je l'ai fait venir ici, Abdoulaye Dembélé, en 2010. Il a fait un stage de djembé et puis ils m'ont travaillé le balafon. Donc, et voilà, donc j'en ai toujours voulu, quoi. Et donc... moi, je crois que c'est quand on est prêt que le maître arrive. Quand on est prêt. Que le maître arrive. Arrive. Et je crois que à partir de ces instruments-là, on n'invente rien. Il faut avoir beaucoup d'humilité et puis trouver un maître qui apprend. Et c'est des petites choses après qu'on exploite. Et le maître que vous avez, lui, il accepte aussi de vous donner des secrets Oui, parce que il nous donne des petits secrets. Il ne donne pas tout, c'est sûr. Parce que, bon, en plus, il faut savoir que c'est une audience internationale qui s'intéresse à ça. Donc, Martine, qu'on a intérêt d'aller plus vite, de chercher vraiment à travailler ces instruments-là, parce que dernièrement, je suis allé au Burkina où j'ai fait presque un mois. Il y avait des Tchèques, un peu tout le monde, quoi, des gens de Nice, etc. Qui venaient apprendre. Oui, qui venaient apprendre. Et donc, moi, je suis allé, je vais aller encore, si Dieu me prête vie, pour descendre dans les classes pour apprendre, pour toujours apprendre. Mais bien sûr, je joue, je ne peux pas prétendre, je ne suis pas griot. Je suis un Martiniquais jeune qui aime sa musique et sa culture. Donc, ce qui m'intéresse, je suis un créateur, je compose. Je travaille avant tout l'instrument pour ma composition. Je ne suis pas griot. Oui, donc vous êtes auteur, compositeur. Oui, parce qu'il y a la SACEM. Ouais. Mais je crois qu'il faut être sérieux. Si vous jouez au violon, vous savez où aller apprendre le violon. Si vous voulez jouer la koa, vous savez, il y a des sacrifices à faire. C'est beaucoup de sacrifices. Et pourquoi ce sont des initiatives individuelles qui font venir des personnes comme ça, alors qu'il y a de l'intérêt au pays pour... que ces instruments-là soient enseignés? Parce que, on n'a pas l'information. Et puis, on est sur des formats, excusez-moi, la musique a beaucoup évolué, on est sur des formats très artificiels, clavier, bon, je n'ai rien contre ça, clavier, boîte à rythme, machine, mais je crois que quand on a fait le tour de tout ça, on reviendra
des instruments naturels. Parce que je crois que ces instruments-là, c'est bon, non seulement c'est thérapeutique, ça nous guérit, et ça raconte une histoire. Moi, je crois que c'est l'intérêt, peut-être aussi c'est ce que Nicolas ressent, c'est le fait que les sonorités, elles ont quelque chose qui vont toucher l'âme des gens et qui font que on ne reste pas insensible, effectivement, au son d'une kora. Et quand je vous regardais en représentation le week-end dernier, je me demandais qu'est-ce que les gens qui étaient là écoutaient, qu'est-ce qu'ils aimaient. On ne sait pas. Il y a des gens qui bougent, qui dansent, et ils sont contents. Ils disent c'est très beau. Et au bout d'un moment, on se demande mais c'est quoi, c'est beau, qu'est-ce que voilà. Mais il y a quelque chose en tout cas qui les intéresse. Et je me demandais est-ce que c'était de même nature que le tambour qui ébranle beaucoup, et qui va toucher tout aussi profondément l'âme de l'être humain, mais d'une autre façon. Ici, là, on a envie de s'asseoir, d'écouter et de se laisser, comment on va dire ça, presque aspirer par ces sonorités. Alors, chers amis téléspectateurs, Monsieur Sissoko va vous montrer la kora. Mais avant, il faut que vous sachiez. Donc, c'est un instrument de musique à cordes qui est de la famille de la harpe. Alors, quand vous entendez les sonorités. Alors, moi, j'ai pensé au cembalo. Et pour certains morceaux qui sont joués au balafon, j'entends aussi des sonorités de kora. Le cembalo, ça vous dit? Cembalo, c'est un genre de petit piano, enfin un petit clavier qui a des sonorités très hautes. Et c'était ce que Mozart utilisait, ce genre d'instrument-là. Vous savez, on retrouve beaucoup. Parce que je vous écoutais tout à l'heure dans ma voiture et je me suis dit tiens, parce que j'avais choqué un peu le cembalo et c'était vraiment j'ai retrouvé ces sons-là. Bon, voilà, donc alors j'ai trouvé une petite histoire que je vais vous lire. Selon la légende, la première kora était l'instrument personnel d'une femme génie qui vivait dans les grottes de Misiricoro au Mali. Donc là on fait remonter l'origine au Mali. Impressionné et ému par la musique de l'instrument, un grand chef de guerre, Tiramakan Traoré, décida d'en déposséder la femme génie. Aidé de ses compagnons de chasse, Wali Kalendjan et Djelimali Oulé Diabaté, il récupéra l'instrument qui échut à Djelimali, le griot du groupe. Djelimali l'a transmis à son fils Kamba, et ainsi, elle passa de père en fils jusqu'à Tilimagan Diabaté, qui l'introduisit au Mali. Et il ne faut pas confondre maintenant la kora avec d'autres instruments à cordes, tels que le ngoni, ce que vous aviez dit tout à l'heure, et le bolon. Le bolon. La première description de la kora, qui était appelée konting, confondu avec le luth et konting, par les explorateurs des siècles derniers, évoquait un instrument à 10 cordes. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous de nous montrer un instrument à 10 cordes. Alors, est-ce que vous en avez autant ou pas? Un instrument à 10 cordes. C'est ce qui est présenté que les Européens. La kora, c'est à 21 cordes. 21 cordes. Voilà. Donc c'est les Européens qui disaient ce qu'ils ont vu. Moi, ce que j'ai appris, c'est que mon père, c'est que mon grand-père disait tout le temps, la kora à 21 cordes. Donc, et la kora vient on peut dire Guinée-Bissau. Donc, c'est entre Sénégal et Gambie. Mais on dit... Au bas de Casamance, oui. Voilà, c'est la base de Casamance. On dit la kora vient de Gambie. Mais avant Gambie, avant colonisation, c'était en Guinée-Bissau. C'est ça. OK. Donc, après, la kora a voyagé vers Mali. Voilà. Peut-être le camélingoni, oui, ngoni, c'est vers Mali. Mais mon père, ce qu'il m'avait dit, la kora vient du Guinée-Bissau.
Donc, on a des accords différents qu'on utilise. Donc, 21 cordes, et puis on peut aller jusqu'à 25 cordes. Ok. Donc, en Casamance. Voilà. Ben, tout à l'heure, vous allez nous dire comment on joue de la kora. Est-ce que vous avez des partitions? Est-ce que vous voulez déjà montrer un peu à votre public Ok, ça c'est une kora moderne. moderne? C'est pour Nicolas. Ouais. Mais il y a cette kora. Voilà. La kora. C'est la classique? C'est classique est né comme ça, avec 21 cordes. 21 cordes. Et ça, c'est accord en diatonique. On dit, il y a syllaba, l'accord, il y a tumara, et il y a sauta, et il y a hardin. Ce sont quoi? Des Voilà. accords? C'est les accords de la Des kora. accords de la kora. Les accords de la kora. Exemple, syllaba, je vais vous décrire ça. Exemple, comme sur le piano, c'est les blancs. D'accord. Il n'y a que Les notes blanches, voilà, les touches. D'accord. les touches blanches. D'accord. Et si on va à Sauta, il y a une touche noire. D'accord. Si on va en Tumara, c'est mélanger les touches noires et le truc blanc. C'est comme le balafon de cette Michel-là. Ok. Voilà. Mais la kora, la kora est née en Tumara. D'accord. C'est le premier Un accord. accord, le premier accord. Voilà, le mélanger comme ça. Après, on a fait syllaba. Syllaba, ça veut dire la grande route. Voilà. Si on accorde comme ça, tu peux aller, voilà, pour changer tes accords. Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Voilà. Ah, Ça donc, dépend de la pour musique que tu joues. La musique et puis l'événement Voilà. qu'on accompagne peut-être. Voilà, Oui, c'est ça. Ok. Exact. D'accord. Alors, Et- donc ça, c'est la version simple, classique. Voilà. Celle que vous avez en main. Voilà. Là. Est-ce il y que a- les téléspectateurs voient? Voilà, ils voient ça. Là, vous voyez, Est-ce qu'on peut voir le corps? Faites monter. ça, c'est le corps. Voilà. Plus haut, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a une seule fer ici qui tient toutes les cordes. Ok. Donc ça, c'est des bois. C'est comme les bois de balafon. Ça s'appelle, nous, bois de Vienna ou D'accord. keno. Et des fils de pêche. Mais avant, c'était pas fil de pêche. Avant, c'est des cordes de boyau. Ah oui. Voilà, oui, c'est oui. comme bolon. Un genre de cuir. Si vous voyez le bolon là, Oui, oui, oui. le basse africain là, Oui. c'était ça. D'accord. Et ça, c'est le même pot, c'est du pot de vache qu'on a fait. Avant, c'est des pots d'antilope. D'accord. Et ça, c'est des tresses que j'ai fait. Pour tresser, donc pour accorder Donc chaque tresse Voilà. retient une corde, c'est une ça? corde. Voilà. Ok. Et ça se joue comme ça. Et la peau, le corps est recouvert de quoi? De peau? De C'est une calebasse. Calebasse. C'est une calebasse Voilà. et à côté, devant, c'est une peau? Voilà, ça c'est une peau de vache. D'accord. D'accord. Voilà. Donc il faut ces deux manches pour tenir la corde. Voilà, comme ça. Et vous la tenez assis, vous la portez assis ou Comme ça. debout? Voilà, debout, je peux être debout, je peux être assis sur mes genoux. Je ne le pose pas sur un D'accord. truc là. Et si vous la jouez debout, quelle est la différence? Quelque chose change dans la position, dans Oui, quelque chose sans... vous ne le sentez pas. Ça dépend quel genre de musique que tu vas jouer. Si c'est un spectacle, tu peux jouer debout. Oui. Ouais. Mais si on est assis, le rondeur de la kora, le son est plus encore là. Ah, d'accord. Voilà, parce que mais si tu es debout, voilà, tu n'entends pas s'éparpille, beaucoup. oui. Voilà, mais maintenant les koras sont sonorisés, c'est pas un problème. D'accord. Mais moi, je préfère sur la musique traditionnelle parce que je parle avec le terre, moi. Si je joue, je sens le terre. Donc je préfère
prendre ma kora Avoir les pieds sur le avec sol moi, même. voilà. D'accord. Les pieds sur le sol. Mais le griot, dans notre représentation, il est debout, il se promène, il chante avec sa kora. Oui, hein? oui. Ça, Il est debout souvent. voilà, ça Oui. c'est un autre truc. Mais pour avoir pureté, la terre, rester Oui, bien, rester bien ancré. il faut bien assis et jouer la kora. D'accord. Donc après, si c'est effectivement, il y a des griots qui fait le tour comme Oui, ça qui pour rencontrer de l'histoire. Oui, qui Donc raconte. là-bas, c'était pas maintenant la kora. C'est les personnes qui parlent. C'est l'histoire qui est importante. Mais qui ont là-bas. cet instrument. Voilà, avec qui eux. est là pour l'accompagner comme ça. Mais le plus important, Ah oui, c'est ce qui est c'est dit. qu'il dit. D'accord. C'est que le roi qui dit accompagne. C'est comme quelqu'un qui prend le tambour, fait le tour de quartier. Oui. Et quelqu'un qui est assis joué, il y a des différences dedans. Voilà. Alors, Et ça, vous avez 2 manches aussi pour tenir l'instrument. voilà, ça. Donc vous n'avez pas de corde qui passe comme la Non. guitare. Non. D'accord. Non, Ça je le démange. tiens comme ça. Ok. Voilà. Mais maintenant, quand on est, le truc, ça a évolué le monde. Oui. Donc il y a des gens qui mettent leur truc D'accord. tranquille. Mais moi, voilà, je tiens ma kora D'accord. direct. Ok. Voilà. Et ça, c'est une chevalet. Le chevalet. Voilà. Donc les cordes se accrochent. Ici, il y a 10 et là, il y a 11. D'accord. Donc Ça fait 21. ça, c'est des basses. Il y a, Elles sont grosses, les cordes. voilà, les grosses là, c'est des basses. Ce sont des basses, d'accord. Voilà. Ça, c'est des fondements. Oui. Donc tout à l'heure, Djibril me demandait, vous êtes accordé comment? Avant, nous, on s'en fout de accordage. On accorde à notre voix. Hauteur de voix, oui. Voilà. L'accordeur, on épée avec l'oreille. D'accord. Voilà. Avant, tu sais... Il n'y a pas de corde à serrer comme sur la guitare. Non. Pour dire, d'accord. Non. C'est quelque Non. chose de. Une fois que l'instrument est là, il est utilisable à tous les niveaux sans qu'on ait besoin de le régler Voilà. à chaque fois. Voilà, C'est ça. il faut régler. C'est ce qui fait la différence, peut-être, non? Non, il faut régler la kora Il faut comme sur régler. la guitare. Comme la guitare? Ouais, ouais. Il faut régler. Ce qui veut dire, c'est que c'est pas accordé au diapason. Non. C'était pas accordé au diapason. Voilà. Mais à chaque jeu, vous changez. Au vous- contraire, Voilà. il faut souvent Exactement. Il faut- Donc vous l'accordez à chaque fois. Ouais, Chaque à chaque jeu. fois. À D'accord. chaque truc, si la tonalité devait changer, Oui. il faut changer. C'est pour cela que je Et vous vous dis changez quoi? Vous resserrez les comme cordes? ça. Là, on est en syllaba. Donc, je vais aller en sauta. Je tire. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est un jeu sur les... D'accord. Voilà. Donc, tout ça, il faut avoir l'oreille aussi. Voilà. Je reviens en syllaba. Voilà. D'accord. Alors, vous voulez bien montrer à nos téléspectateurs Oui, un petit bien jeu? sûr. Et pourquoi vous n'expliquez pas votre kora? Kora. Elle est moderne. Elle est moderne, donc... Ah même- oui, là c'est évident qu'il faut la corde. Là, je vois bien qu'on peut la régler comme une guitare. Voilà. Ouais, ouais, Maintenant, c'est au contraire, donc ça, c'est des koras que les moines a fait, Kër Moussa. C'est des koras clés. Mais avant des clés comme ça, c'était des clés bois. Bois. Il y a comme clés des contrebasses là. Bois. Oui, D'accord. c'est- vas-y. Violoncelle. Oui, Yeah. oui. D'accord. Maintenant, les Kër Moussa, eux, ils ont fait ça. Parce que ça, c'est une kora très... c'est pas facile. Oui, traditionnel. Traditionnel, c'est pas facile pour l'accorder Ouais, je si tu crois. apprends. Oui, je crois. Voilà, si tu apprends, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens, des filles, parce que ça demande un peu de force. Ah oui, de ça. pour pousser les cordes. Voilà, donc avant, on avait mis des clés en bois. Maintenant, ça a modernisé D'accord. jusqu'à là. Maintenant, ici, il y a 21, D'accord. mais je peux dire il y a 42. Ah oui?
Voilà, parce qu'avec les languettes là, ils sont inspirés comme les harpes pour changer les sons. Tout à l'heure, je vous dis, la kora était syllabaire. Vous voyez? Vous voyez? D'accord. Donc, pour aller en sauta, il faut faire comme ça. Oh, il faut se lever. Donc, un pied Voilà, dessus. c'est simple. Voilà, C'est simple et en même temps c'est complexe. Hein? voilà, c'est complexe. Oui, oui, oui. Non, mais tu as des repères sur celui-là. Ah oui, tu as des repères parce que l'autre. Donc, tu as des L'autre, repères. c'est l'oreille. C'est Voilà. l'oreille qui joue beaucoup. Là, voilà, pour aller en... D'accord. Pour monter, ouais. Et un demi-ton. Pour aller dans Ok. les aigus. il Donc, faut- ça, pour le faire, ici, c'est plus rapide. Oui, bien sûr. Et bon, tu accordes, comme ça, c'est moderne. Et là, il faut le faire. Et comment c'est, Nicolas, pour vous de jouer comme ça? Ça vous paraît très difficile? J'ai eu du mal au début à l'accorder. J'ai mis 2 ou 3 ans avant de savoir accorder l'instrument. Ah oui? Mais aujourd'hui, bon, moi, je suis on va dire un traditionnaliste. Enfin, j'apprends la Vous gardez tradition, comme donc ça. je joue avec la kora traditionnelle. D'accord. Voilà. Ok. Vous voulez jouer une petite note pour nos téléspectateurs? Ok. Pas de Alors souci. j'ai vu qu'il est très moderne, hein, il est décoré, il y a un tas de petits boutons là électroniques. Je vais vous jouer une chanson qui s'appelle Aladji Bambo Bodian. Donc, qui était quelqu'un qui était vraiment social pour le peuple guinéen, gambien, qui donnait à nous, qui donnait beaucoup, qui aidait beaucoup les personnes. Parce que les griots, c'est comme ça, c'est garder l'histoire. Ils gardent l'histoire, ils chantent, ils donnent des hommages. On va parler voilà, de tout à l'heure. tout ça. D'accord. Bambaleje, bambaleje, sufanya mabambo ye. Alimene bambo kumbo, alimene bambo kumbo, alatala ye bambo tale. Bambaleje, bambaleje, sufanya mabambo ye. Alimene bambo kumbo, alimene bambo kumbo, alatala e bambo tale. Musukuma fa, sukurukuma fa, nafulukuma fa, Aladji Bambo yela. Soule, tel bate le soule, Sénégal. Soule, tel bate le soule, Sénégal. Soule, tel bate le soule, Africa. Soule, Sénégal. Merci. Merci à vous. Magnifique. Très joli. La langue que vous parlez, c'est du mandingue? Mandinko. Mandingo. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous recevons ce soir Ali Boulo Santo Sissoko,
il est kora-fola, c'est-à-dire joueur de kora, mais aussi griot. Et donc sa langue maternelle, c'est le mandingo. Mandinko. Mandinko. Voilà. Vous parlez une des langues, Nicolas? Non, j'ai Doni Doni Bambara, mais non, j'ai un peu appris des Oui. petits mots pour demander de l'eau, dire que je suis fatigué, Nessiginin, des choses comme ça, mais Mais maintenant, en Martinique, il y a des cours de Wolof, il y a des cours de Congo, enfin bref, ça commence de Kikongo. Et l'Afrique a le projet de mettre le Kiswahili comme langue transversale. Peut-être que, voilà, on aura accès à des contenus qui restent un peu fermés. En tout cas, on jouit pleinement de tout. De tout ce que ça nous transmet. Donc, je vous ai dit que Monsieur Sissoko est griot. Donc, on va s'arrêter un petit moment sur le griot. Vous avez parlé pour les partitions. Vous avez parlé des modes d'accordage, hein, c'est ça. Donc, vous avez parlé du syllaba. Vous avez parlé de syllaba, c'est l'une des formes. Vous avez parlé aussi de la tomora. Tomara, et puis le mélange Messango, Tomara, Messango. Tomara et Sauta. Et Sauta, ah ben là ils ont mis, bon au Sénégal, oui Sauta, oui c'est vrai. Sauta. Vrai. Le Sauta qui est donc, ah ben tiens j'ai vu que c'était un morceau qui est joué pour les cordonniers. Voilà. C'est vrai? Quel morceau? Oui, le Sauta, apparemment. Mais en tout cas, voilà. vous avez parlé de quelqu'un qui a été le premier à faire l'effort alors c'était Cœur Moussa du Sénégal, Cœur Moussa, qui a fait l'effort de transcrire en notes. Donc c'est pour cela que depuis cette initiative, on peut écrire des partitions pour kora. C'est bien ça. Oui, il y a les partitions pour le kora, c'est le Sovalé, hein, que c'est que je vous ai que vous avez fait là. Oui, montré. Sovalé, c'est là. Mais vous lisez vous ou bien vous jouez à l'oreille? non, c'est un apprentissage oral, donc ça s'écrit pas. C'est transmet, Ouais, ça c'est transmet. la mémoire. Mais on n'utilise pas du tout donc de partition. Si quelqu'un qui connaît la musique, D'accord. là, Peut l'utiliser. on peut, comme exemple, Djibril m'avait dit tout à l'heure, vous êtes accordé quelle gamme? D'accord. Voilà, c'est ça que je le disais. Et un griot et un musicien, c'est pas pareil. D'accord. Hein? Donc je lui ai dit que je suis accordé en fa majeur. Mais un griot te dit pas que je suis accordé, il sait pas. C'est ça. Lui, il joue. Il le fait automatique. D'accord. Donc on peut très bien être un très bon joueur de kora sans savoir lire les partitions. Non, moi je sais pas lire les partitions. Hein. Oui, mais c'est un peu. Nous, voilà. on a produit beaucoup de. Voilà, parce que nous, on nous apprend oralement. On joue, tu écoutes, tu joues. Si ça va pas, on te mime. On reproduit en fait. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai remarqué des gens qui sont musiciens, des fois, sont bloqués dans l'apprentissage de la kora, parce qu'ils veulent absolument transcrire en musique occidentale, et du coup, c'est un peu compliqué des fois. Voilà. Mais celui qui a fait l'effort de transcrire, c'était un Sénégalais. Oui, maintenant, c'était juste pour savoir, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal, par contre, à ne fonctionner qu'à l'oreille, parce que ça aussi, c'est un apprentissage. Mais c'est normal, c'est normal. Parce non, c'était juste pour dire aux gens qu'il y a aussi des partitions pour kora. Oui, il y en a. Voilà, c'est ça. Si je peux ajouter quelque chose, c'est comme pour le balafon, j'ai vu qu'il y a des transcriptions, des partitions, parce que tout le monde n'est pas griot, et des fois c'est pédagogique, c'est utilisé dans les écoles, et ça voyage maintenant. Donc c'est surtout en Occident, par exemple, pour le balafon, tu as le fameux travail d'Ali Keita avec Gerd Kilian, qui est un Allemand, avec qui j'ai travaillé, qui ont transcrit. Mais en fait, on ne peut pas retranscrire cette musique, vraiment, non. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de morceaux, et comment, que j'avais travaillé ici, quand je suis allé, j'ai dû oublier ça. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retranscrire le vécu parce que c'est ce qu'on mange, c'est le soleil, c'est l'eau, le bruit de l'eau. Mais c'est le conte aussi. Voilà. C'est le conte. Voilà, il y a une manière. Quand on écrit le conte, c'est fini. Il y a une manière. Voilà, donc ça, toute la valeur, toute la richesse de l'oralité est là. Alors, le griot, donc vous avez bien expliqué que c'est donc Guinée, Sénégal et après Mali,
hein, les traditions. Hein, Tradition. ce n'est pas le Mali forcément qui est à l'origine, mais le Mali fait partie d'un complexe culturel où c'est très proche. Hein, donc il y a des traditions, des chants qu'on retrouve, et je crois que la langue aussi, elle est comprise dans cette ère-là. Guinée, Mali, Sénégal, la langue avec des interprétations différentes. Ça peut qui être. correspondent Non, mais ils se localement. comprennent. Oui, Oui, ils se comprennent quand ils se parlent. Mais bon, ça dépend des domaines, effectivement, dans lesquels ils interagissent. Hein. Alors, moi, ce que j'ai trouvé sur le griot, et j'avais envie qu'on en parle parce que le griot a du pouvoir. C'est un être de pouvoir, mais par ailleurs, j'ai trouvé que c'est aussi quelqu'un qui a un statut impur, d'impur. Voilà, donc on va essayer de... On va pas tout vous dire, parce que moi, voilà, c'est un travail d'anthropologue, hein, c'est très long, et puis l'émission ne nous permettra pas de tout aborder, mais c'est pour que vous ayez envie de chercher par vous-même, parce que c'est passionnant. Quand on entre dans l'ethnomusicologie ou dans l'anthropologie de la culture du griot, on est happé, c'est tellement riche et dense. Donc, ce que j'ai trouvé, c'était que le griot, bien sûr, quand on dit griot, on dit forcément tradition orale et surtout un pouvoir de la parole. Donc, on voit ce que c'est quand la parole était sacrée chez nous aussi, hein, à travers nos contes. Maintenant, bon, tout le monde parle et pour ne rien dire ou sans couverture. Parce que nos aînés, qui étaient encore très imprégnés de l'Afrique, eh bien, ils parlaient à mot couvert, c'est-à-dire qu'on ne comprend. Il parlait bien ce qu'on appelle le créole, ou bien notre langue ici, mais on ne comprenait pas. Et j'ai découvert après, en travaillant beaucoup sur la culture, la langue du continent africain, que la parole n'est pas faite pour dévoiler sur le continent. Au contraire, elle voile. Et c'est à l'initié ou à celui qu'on a choisi qui doit trouver le sens. Donc c'était passionnant parce que nos aînés fonctionnaient de cette façon-là. Mais non, bon, on a perdu tout ça. Mais voilà, il y a encore quelques personnes. Alors c'est un artisan du verbe au même titre que le forgeron, d'accord, et qui est donc l'artisan du métal. Comme lui, il est donc un artisan, un homme de caste. Instrument de prestige des puissants. Donc le griot est un instrument pour les puissants. Arbitre des conflits sociaux, il peut être généalogiste. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vous demandent de retracer leur lignée, d'après ce que j'ai compris. Et puis, donc, c'est un traditionnaliste, détenteur des légendes et des mythes. C'est lui, il est censé connaître les légendes et les mythes de sa culture. Ça a évolué. Non, non. Vas-y. Il est censé... Vas-y. Vous voulez que je... Redire Non, on essaie de définir les compétences, les qualités, de griot. Du griot. Et ce qu'on dit, donc c'est d'abord quelqu'un, un maître de la parole, mais c'est aussi quelqu'un qui est l'instrument des puissants, des nobles, puisqu'on a vu, quand on dit qu'il est impur, on dit souvent qu'il n'est pas un homme de caste comme les nobles, qu'il est au contraire utilisé par les nobles, donc il fait partie de l'échelle, dans l'échelle de la base inférieure des nobles qui l'utilisent pour justement pour valoriser leur pouvoir, tout ce qu'on veut. Et donc du coup le griot est une personnalité un peu ambigu ou un peu complexe. C'est pas tout à fait l'homme de pouvoir qu'on nous présente traditionnellement, mais en même temps, c'est bien un homme qui a beaucoup de pouvoir parce qu'il a le pouvoir de conserver ou de reconnaître, de préserver les généalogies en les redistribuant, en les disant aux gens. Les généalogies, c'est-à-dire qui est ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-arrière. Donc tout ça, c'est dans les lignées. Il a aussi le pouvoir d'arbitrer les conflits sociaux. Ouais, bien sûr. Il peut être un homme de paix, un intermédiaire, un sort de médiateur. Enfin, il a beaucoup, beaucoup de fonctions. Et dans la société mandingue, qui est la vôtre, on dit
qu'il est, comment dire, il parle il a le pouvoir à travers sa musique, d'exercer sur ceux qui l'écoutent, une influence, je pense qu'on l'a vu aussi, qui s'exerce à des degrés différents, hein, selon les degrés de hiérarchie sociale qu'il a, dans lesquels il va pénétrer. D'accord ? Donc c'est une personne qui a énormément de pouvoir et qui officie comme communicateur traditionnel en Afrique de l'Ouest. D'accord ? On dit aussi qu'il peut jouer le rôle, avoir les fonctions de historien, de conteur, de chroniqueur. Il raconte la vie par séquence de son groupe humain, musicien. Et c'est avant tout le détenteur de l'art de dire du bien ou du vrai dire. De dire le bien ou le vrai dire. Voilà. Et bon, voilà, on dit, il y a beaucoup de choses. Il maîtrise la parole. Ça fait de lui un initié des temps qui vise l'affirmation de la conscience identitaire de l'Africain. Il est une mémoire. Voilà, il préserve des choses. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de secret, afin de l'accompagner vers une meilleure appréciation. Bon, voilà. Donc, de par son savoir et sa maîtrise, et j'ai vu aussi que il a le pouvoir de préserver. Enfin, c'est lui qui joue des instruments mélodiques, un peu comme. Et c'est lui qui éventuellement détient le savoir sur ces instruments-là aussi. Donc ça fait beaucoup de choses pour un griot. Ça fait beaucoup de choses parce que le griot, c'est un homme de paix d'abord. Oui. Il est plus que de noble. Parce que les gens voyaient une façade seulement, le griot joue, on vient leur donner l'argent. D'accord. Et c'est pas ça. Des fois même, c'est les griots qui donnent l'autre avant de rentrer sur la scène. Parce que je sentais les louanges et je sais que vous n'avez pas l'argent. Avant de monter sur scène, je vous donne l'argent pour te honorer. D'accord. Donc le griot est plus... il est dans la société pour ressembler. Rassembler, oui. Ressembler tout le monde. Oui. Si je peux dire un petit mot. Oui, c'est-à-dire la fonction des griots a beaucoup évolué. C'est-à-dire que vu que la structure sociale en Afrique politique a évolué, il n'y a plus des grandes royautés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de griots. Il y avait des griots populaires et des griots royaux, des griots qui étaient à la cour du roi qui racontaient l'histoire. Et il y a des griots aussi qui étaient près du chemin, qui jouaient aussi pour le peuple là vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Les griots dans une commune, ils font la promotion de leur pays et ils font vivre beaucoup de gens. D'accord. C'est des écoles de musique, on peut dire que c'est des universités qui sont là. Voilà. Et pas seulement école de musique, puisqu'ils ont des compétences dans le social, dans la généalogie, dans l'anthropologie, l'histoire. Mais mais on est bien d'accord. La question, c'est justement comment, dans l'Afrique urbanisée, comment dans cette Afrique qui s'urbanise, le griot arrive à jouer son rôle. Et vous qui êtes un jeune griot, est-ce que ça ne pèse pas? C'est pas une charge très lourde pour vous? Mais bon, si je suis né comme ça, d'accord. C'est pas une charge. C'est très lourd financièrement des fois parce qu'il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas griots aujourd'hui, qui viennent chez moi, qui vivent chez moi. Tout ça, c'est moi qui devais gérer dans le quartier, des fois. C'est moi qui gère. Oui, vous êtes comme un maître d'école, vous devez... Comme éducation. Les fait des éducations en même temps. Donc ça veut dire que chez vous, il y a aussi de l'espace pour recevoir... oui, c'est l'école. Là, si vous voyez, si vous partez chez moi, là, il y a 50 personnes. Eux, ils ont fait l'Afrique. Et pas la même famille. Peut-être c'est des autres qui viennent. Pour qu'on apprenne la kora ou le balafon ou le djembé. En plus, on le nourrit.
Oui, c'est ça, il faut les Voilà. nourrir. Donc- Alors, à quel moment, vous, quand on vous dit que le statut du griot est impur, c'est-à-dire qu'il est dans un système de caste, mais il est utilisé par les nobles, hein, qui entretiennent avec lui un rapport un peu d'infériorité. Vous comprenez ça? Ouais. Vas-y, je laisse Nicolas un peu Nicolas parler un comprend petit ça? peu. Non, non, oui, mais je pense que c'est historiquement aussi où le griot accompagnait le puissant. Le nom, et Mais il chantait ses Il louanges. chantait ses louanges. Après, alors je me trouve, enfin, Voilà, sous le roi. Ouais. Moi, je me rappelle au Burkina Faso être arrivé dans un village où m'a présenté le roi. C'était un paysan avec sa daba, avec sa Oui. houe, et je me suis incliné. Mais c'était quelqu'un de très simple. Oui, Voilà, oui, oui. c'est pas forcément le roi dans son château Voilà. comme on voit dans l'imaginaire occidental. Occidental, C'est yes. un titre, et ce roi, il est respecté. Il a son griot, et donc voilà. Oui, il a C'est- sa fonction. Voilà. Mais c'est dans cette aujourd'hui, est-ce que on a cette fonction-là qui s'est maintenue, c'est-à-dire que un homme, enfin, on est quand même au Mali, au Sénégal, dans des systèmes de caste. Hein. C'est bien de là que sont partis, que c'est parti ce système. Cheikh Anta Diop l'explique bien aussi. Pour ceux qui s'intéressent au système de caste et qui pensent que c'est en Inde seulement, l'Inde a hérité en partie, surtout l'Inde du Sud, hein, du système de caste, et l'arrivée d'Alexandre le Grand avec ses visions racistes achevées de créer voilà, des hiérarchies qui étaient racisées, alors qu'en Afrique, elles n'étaient pas racisées, elles étaient sociales, et il y avait bien de grandes distinctions entre les castes. Et je veux rappeler à nos amis antillais qui nous disent « Ouais, les Africains nous méprisent, et ils nous disent qu'on est des descendants d'esclaves. Et j'ai essayé d'expliquer que c'est possible qu'il y ait cette vision dans les sociétés de caste. Mais toutes les sociétés africaines n'étaient pas de caste. Vous avez le Sénégal et le Mali, peut-être en partie la Guinée, mais beaucoup de sociétés africaines sont très égalitaires, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas ces variations. Donc, voilà, ça dépend sur qui vous tombez quand vous êtes dans la diaspora et que vous dites « Ouais, les Africains nous méprisent ». Non, c'est pas vrai. Ça peut être vrai pour les sociétés, les Africains issus des sociétés de caste et qui ont l'habitude de considérer qu'un esclave, il est au bas de l'échelle. Hein. Vous savez, les formatages en Inde aussi, hein, si vous venez de castes inférieures, vous n'avez pas beaucoup de chances d'être accepté comme ça. En tout cas, oui, le monde évolue, mais en tout cas, on doit tenir compte des mentalités et des formatages qui mettent du temps à être défaits. Voilà, donc sur la question des griots, c'était juste pour vous dire, vous donner quelques éléments pour que vous sachiez que un griot, c'est pas un conteur, c'est pas seulement un conteur, c'est pas seulement quelqu'un qui a une bonne mémoire. Je sais que dans la vision occidentale, le griot ne peut pas jouer la fonction mémorielle qu'on lui prête, parce que pour les Occidentaux, la mémoire est défaillante. Quand on est dans une fonction spécialisée, dans cette fonction de préserver la mémoire de son groupe, moi je crois qu'on arrive à le faire. Et en anthropologie, j'avais trouvé une belle histoire d'un anthropologue français qui était allé dans je ne sais quelle tribu, entre guillemets, et qui avait considéré que le griot, ceux qui étaient détenteurs de la mémoire, ne savaient pas grand-chose. Et ceux qui devaient l'informer lui ont donné, l'ont laissé pénétrer les généalogies à 5 générations. Et il est rentré, il a écrit dans un ouvrage que les Africains n'avaient pas de mémoire, que c'était c'était un peu surjoué, surfait. Et quelqu'un d'autre est allé vérifier. Un autre anthropologue est allé vérifier. Et cet informateur-là, pour cette fois-ci, lui a permis d'entrer dans les généalogies jusqu'à 16 générations. Et c'est à partir de là qu'on a vu que la mémoire ou que le savoir ne se
donnait pas à tout le monde et n'importe comment. Donc là aussi, lorsqu'on parle de mémoire, il faut bien savoir que on peut faire de la rétention d'informations parce que la personne qui est en face n'est pas digne de recevoir l'information. Donc il y a bien un phénomène qui est rattaché à ça, la mémoire dans les cultures africaines. Je ne sais pas aujourd'hui comment. Elle a bien fonctionné comme un grenier qui a préservé des savoirs de très longtemps sur les populations. C'est vrai ou pas? Oui. Ce que je voulais vous dire, pour plus simplifier le rôle du griot, le griot a la mémoire. Aujourd'hui, je suis là pour parler de 7e génération. Je suis un jeune. Ça, le griot, avant, il faut que... avant, en Afrique, on n'écrivait pas, comme on disait. Oui, c'est ça. On n'écrivait pas. Et que c'est les griots qui gardaient. Enfin, quand vous dites en Afrique, on n'écrivait pas, c'est relatif. L'histoire. Non, L'histoire, non, si, non. Avant. L'Égypte antique écrivait l'histoire. Oui, hein. mais si je dis Afrique de l'Ouest, voilà. Non, mais après... Afrique de l'Ouest, après l'Égypte, c'est autre chose. Mais nous, on n'écrivait pas. Non, l'Égypte antique fait partie de l'Afrique. Oui. Voilà. Oui, donc c'était... Mais peut-être dans cette liste, dans ce coin on est, oui. Il n'y avait pas des personnes qui écrivent. Comme ici, l'histoire est écrite. Oui, mais on a trouvé des planches, des choses qui montrent que les Africains Ouais, mais écrivaient ça, dans les ça. plans que vous avez trouvés, c'est les griots qui l'ont donné. Oui, ben ça Voilà, veut dire qu'il y avait une écriture. Le griot n'existait pas en dehors de toute forme d'écriture, hein, c'est ça. Et la mémoire aussi était supportée. Quand vous voyez tous les reliefs, les bas-reliefs, les sculptures, etc., c'est des signatures écrites qui renseignent sur une époque. Donc en Afrique, c'est qui renseignait avant? Donc, ben, les Africains eux-mêmes, et puis les personnes qui étaient responsables. Mais c'est les griots. Oui, c'est ça que je Non, parce que vous avez dit on n'écrivait pas en Afrique. On écrit. Mais il y avait exemple, aujourd'hui, moi, oui. je n'ai pas fait l'école. Je vous ai bien dit ça. Je ne sais pas écrire, moi. Oui. On est d'accord. Ce que je vis ici, aujourd'hui, si je vais aller en Afrique, au Sénégal, je ne l'écris pas, je vais parler. Oui. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre va... C'est ça que je voulais vous dire. Donc avant, c'est cette base-là, je dis avant, les griots, ils n'écrivaient pas. Ils sont là devant le Oui, c'était des transmissions orales, j'ai compris. Voilà, c'est ça que je voulais pour que les gens comprennent. Les griots, c'était comme ça. Et il y a, comme ce que vous venez de dire, il y a beaucoup... il y a différents griots. Il y a différents griots. Dans différentes fonctions. Dans vous l'avez dit. Voilà, des musiciens, des personnes qui transmettaient des pôles de savoir différents. Voilà. D'accord. Et vous, votre domaine, c'est la chorale. La chorale. Et qu'est-ce que, en matière de transmission, de généalogie, d'histoire des familles, par exemple, qu'est-ce que vous transmettez? Vous dites que vous avez reçu cette mémoire-là. Oui. Et vous la préservez comment? Comment qu'est-ce que ça veut dire préserver? Même chaque mélodie raconte l'histoire de quelqu'un aussi. Mais si tu joues un tel morceau, mon père m'a déjà à dit... chaque morceau raconte l'histoire raconte une histoire. Voilà, chaque morceau raconte une histoire. D'accord. Et comment on les met ensemble pour faire quelque chose de linéaire? Comment on les met ensemble? En le jouant, exemple, je ne sais pas si aujourd'hui, tout à l'heure, il s'appelle Gabriel. Oui. Moi, direct, c'est Djibril. Parce que. Vous avez traduit, oui. Voilà, je traduis Djibril direct. Donc la Kora, si je voulais, exemple, je peux jouer pendant 2 heures de temps. Oui. Sans les sonorités, sans autant accorder, passer dans des morceaux différents.
et à chanter les trucs. C'est comme ça qu'on fait, quoi, nous. Oui, c'est comme un récit. Voilà. C'est comme un récit. C'est pour ça, des fois, tu vois un vieux chez nous qui est toute la journée en train de jouer. Vous croyez que il est dans une morceau depuis ce matin, mais il a fait plus de 50 morceaux, il joue. Mais dans les mêmes tonalités, voilà, pour passer, quoi. Et les familles qui écoutent se reconnaissent dans ces histoires. Ils se reconnaissent tout de suite. D'accord. Dès qu'ils touchent le corps, tout de suite, ils se reconnaissent. On sait que... Voilà, ils savent. D'accord. Donc, Même s'ils ne ça. parlent pas, même s'ils ne chantent pas. Enfin, ouais. Qu'est-ce que tu disais? Non, c'est la même chose que le balafon. Je comprends exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que déjà, chaque morceau a un sens. Et puis, il y a des temps. Il y a des temps où, bon, avant, il y avait les moissons, il y a des mariages, il y a tout ça. Il y a des morceaux qui correspondent à des temps et qui expriment des choses très fortes. Et en fait, qui ponctuent la vie sociale, en fait. Qui ponctuent la vie sociale, qui racontent même des combats. Parce que c'est un peuple qui est très fier. Attention. Et on m'a parlé de Jimmy Kouama, cette femme eh bien, il y a un morceau, Jimmy, que j'ai écouté sur YouTube par un jeune qui joue, et j'ai voulu savoir plus. C'est bien Jimmy Kouama. C'est quand je suis allé au Burkina Faso, j'ai su que c'était une femme qui a mené la guerre contre les hommes et puis qui a changé l'histoire, le cours du Burkina Faso. Donc en fait, nous on vient avec... on ne connaît pas, on ne sait pas, donc on doit être très prudent. Et en fait, tout a un sens. Chaque morceau amène des fois d'autres morceaux. Jiriba, c'est pas la même chose que Tiriba. Et donc, on doit apprendre ce langage-là. C'est-à-dire que c'est écrit, mais d'une manière, pour moi, c'est une écriture. C'est pas forcément une écriture. Non, mais ce qu'il dit là, c'est une écriture. C'est une écriture. Et cette écriture-là, elle est faite par l'instrument. C'est-à-dire, le cahier serait, en fait, les cordes de l'instrument qui racontent. Mais ce que je découvre là, c'est qu'en fait... nous, on a une manière, à l'occidental, puisqu'on est éduqué comme ça, d'envisager les choses. Et je me rends compte de la somme d'erreurs qu'on doit faire quand on essaye de trouver des équivalences ou de transposer des cultures africaines dans la modernité occidentale. Parce que ce que Ali est en train de dire là, ça a du mal à trouver j'allais dire, une assise dans ce que moi je lui raconte, parce que je comprends bien que je travaille à l'anthropologie à l'occidental et que lui, il a une autre manière de dire. Donc moi, tous les anthropologues occidentaux qui nous ont nourris, je me demande de quoi ils nous ont nourris, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'écrire à l'occidental, ou même entrer dans cette réalité-là à l'occidental. Hein? Oui. Et juste un mot par rapport à la représentation et à l'instrument, la kora. Enfin, moi, ce que je trouve extraordinaire, cet instrument-là, il date du XIIIe siècle. C'est une époque à laquelle, justement, l'Occident, en France, voilà, c'était les guerres de 100 ans, la peste noire. L'Empire du Mali, au XIIIe siècle, il rayonnait sur toute l'Afrique de l'Ouest, c'était énorme. Ils ont certainement découvert les Amériques, dans des chroniques. Et c'est un instrument, quand les gens, même qui ont des a priori sur la culture africaine, entendent, c'est un instrument classique, c'est un instrument merveilleux, et qui nous rappelle ces temps-là. Mais qui a donné naissance à la machin, là. Non, d'ailleurs, c'est pas qui a donné naissance. La harpe, elle est africaine aussi, la harpe. En tout cas, ça nous rappelle que l'Afrique, a une histoire aussi, justement, et a une histoire, mais énorme. À cette époque, c'était le commerce du sel, c'était hyper important. Exactement. Au Moyen-Âge, le sel, c'était l'or, et c'était eux qui maîtrisaient ça. La découverte de Tarana, avec l'empereur Moussa, qui est allé en Amérique avant Christophe Colomb. Non, on a maintenant des livres qui sont écrits pour nous raconter toute cette histoire, donc on sait. Mais ce qui nous intéresse là, puisque vous êtes là, ici à la Martinique, peut-être pour pas longtemps encore, mais c'est entre griot et kora, qu'est-ce qui est encore, qu'est-ce qui se voit encore, qu'est-ce qui se préserve ou qu'est-ce qui s'est perdu, qu'est-ce qui se perd? Ouais, entre griot, parce que maintenant c'est... vous n'êtes pas qu'un prof de musique, vous n'êtes pas qu'un professeur. Non. Voilà. Maintenant c'est... moi, ce que j'ai ressenti, la kora, la tradition en train de disparaître. Oui.
c'est ça. Voilà. La tradition est en train de disparaître parce que nous, je suis encore jeune, mais j'ai beaucoup côtoyé mon père qui m'avait appris et avec beaucoup de personnes âgées qui jouaient la kora. Mais la manière aujourd'hui qu'on joue de la kora, c'est autre chose. Pour moi, il est en train de laisser la tradition à côté. Donc, j'ai peur, moi. Mes enfants, dans ces enfants, il sera perdu la tradition. Oui. C'est pour cela, moi, je suis quelqu'un aussi qui est musicien, qui a modernisé un petit peu, mettre la kora, des effets, des wah-wah, voilà, sur ma kora. J'ai vu que vous avez Maintenant, ajouté... pour dire, avant de mettre ça, moi, j'ai appris jusqu'à maîtriser la kora. Et jusqu'à présent, je apprends. Mais j'ai maîtrisé la kora. Et vous la modernisez. Voilà, je suis allé pour mettre des effets pédales. Pédale wah-wah et flanga. Je suis le premier à le mettre. C'est ça. Mais avant de le mettre, je savais jouer Bien sûr. traditionnel. Oui, c'est ça. Pour pouvoir faire une ouverture. Pour pouvoir faire une ouverture, c'est ça qui m'a fait aussi rentrer en Europe avec cette ouverture-là. Parce que il y a des gens qui sont un peu... ils ne comprennent pas beaucoup la musique traditionnelle. Voilà. Ouais. Donc, moi, c'est pour cela, aujourd'hui, mon combat que je fais, avec mon connaissance, j'ai fait un album qui s'appelle Nunto. L'album Nunto. Oui. Voilà. Nunto, ça qui veut dire... reprend les rites traditionnels. Voilà. Pour reprendre les musiques traditionnelles, pour les faire en CD, pour les gens, les personnes qui sont intéressées, apprendre ou intéressées avec le pur son. Mes arrière-grands-pères avaient fait ça, mais il n'y a pas un bon enregistrement. Le son n'était pas bon. Oui. Donc moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai peur. Toutes les jeunes qui viennent mettre leurs pédales, mettre des trucs, c'est vrai, improvisation ou leur composition. Mais d'abord, il faut comprendre la musique de la kora traditionnelle d'abord pour pouvoir faire ça. Ça prend des années. Alors, oui, non, mais ça veut dire que vous êtes dans un rôle aussi de griot, c'est-à-dire de personne qui perçoit l'évolution, enfin, les changements qui surviennent dans sa société et qui prend un peu les devants, qui prévoit un peu, puisque effectivement, dans les villes, là aussi très urbanisées, où on perd leur contact avec le monde rural, le monde traditionnel, on perd aussi beaucoup de compétences, parce que ce sont des compétences qui s'en vont. Alors, on les remplace par d'autres, mais en les appauvrissant, ça devient plus, la technique, l'électronique, etc. Mais on n'est plus dans la vraie kora, celle que Nicolas a. C'est une kora qui demande tout le corps, tout l'esprit, de participer pour préserver et puis pour produire les sons. Là, vous êtes aidé de la technique, de l'électronique. C'est pas du tout la même chose, mais enfin, on comprend. C'est un peu le griot qui anticipe aussi d'une certaine façon. Gabriel, est-ce que vous voulez nous parler un peu d'un autre instrument qui est très, très... qui a parfois des sonorités proches de celles de la kora? Est-ce que
Vous pourrez intervenir, hein. Gabriel. Vous voulez nous dire un peu le balafon? Oui, donc le balafon, là vous avez, justement, je parle de modernisation, donc tu as plusieurs types de balafons. Il faut savoir que les balafons sont très nombreux en Afrique et très souvent les gammes, ce que nous appelons gamme réservoir de notes, ça correspond aussi à l'inflexion des voix. Hein. Oui, c'est ça. La manière qu'ils vivent, la manière qu'ils mangent, et puis leur fête. Là, vous avez, je ne sais pas si on peut montrer. Il est sacré ou pas? Mais Non, celui-là, j'ai un traditionnel, je ne l'ai pas amené. C'est-à-dire que je l'ai fait entrer, mais il correspond à un type de musique que je vais jouer. J'ai plutôt été initié chez les Boaba. Déjà, j'aurais un gros big up pour les Boaba qui me voient là. C'est ma tribu d'adoption. Et quand je suis avec eux, j'ai l'impression que je suis en Martinique, qu'ils me comprennent. C'est les Boaba. Donc, vous avez le balafon traditionnel. Tout à l'heure, il y a les photos. Si elle peut mettre déjà une première photo, on a les calebasses. On a 5 minutes. Ah, est-ce qu'on peut montrer? Donc, on a là le balafon chromatique. Peut-être qu'il faut aller jouer un peu. On a, mais... Parce que là, je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut voir... Voilà, là, on voit l'instrument. Ça, j'ai monté une gamme, on va dire, en la mineur. Il y a le balafon pentatonique, en fait. Ce sont des lattes de bois, en fait? Oui, c'est du bois et c'est l'ingéniosité africaine, c'est-à-dire que c'est monté avec du cuir mouillé. Monté avec du cuir mouillé et... C'est monté avec du cuir mouillé et quand ça sèche, c'est assez souple. Ça, c'est la première chose qui m'a étonné. Il n'y a pas de métal, il n'y a rien de métallique. Et sous les lattes, il y a des calebasses? Il y a des calebasses qui sont accordées avec les lames. Il faut chercher. Si on peut avoir la première photo, on a vu que je suis allé chez les Keita. Le balafon Keita, c'est comme c'est la Rolls des balafons. Et c'est un bois-bas aussi. On a vraiment communiqué. Il y a une photo oui, à voir. Déjà, il y a... Il y a une photo en réserve Keita, qu'on peut montrer. Non, bah ça fait rien. Continue. Voilà. Donc en fait, il y a les calebasses. Là, est-ce que c'est ce qu'on voit là? Oui, non, là je suis avec Diabaté, c'est un formateur, enfin avec qui j'ai travaillé. Et ce qu'il fallait montrer, Donc voici les calebasses. Donc il a tout un panel de calebasses qu'il met là. Et on lui apporte des calebasses, il en achète, et puis là, il fait le choix, il choisit la calebasse en fonction des lames. C'est un travail très précis, les lames doivent être vraiment sèches. Il m'a raconté l'histoire le meilleur bois qu'on peut avoir, c'est le bois qui a été frappé par la foudre. Il est sec instantanément. Là, on a le bois. On a chez M. Keita à Bobo Dioulassou. Au Burkina Faso. Oui, à Bobo, au Burkina Faso. Là, on est dans son atelier. Là, c'est le produit fini. On a vraiment des rôles, c'est vraiment des beaux instruments bien construits, solides et souples. D'accord. C'est-à-dire que vu la manière dont je manipule, je transporte, je trouve que vraiment c'est une forme d'ingéniosité. D'accord. Et est-ce qu'on peut le montrer? Il y a une autre photo qui montre Monsieur Keita. Non, là, je suis en train de travailler le balafon. Vous voyez là les calebasses. Hein, voilà. Alors là, je suis avec Monsieur Keita. Donc c'est aussi une hérédité des générations. Ils se transmettent comme ça, de père en fils, la science. Donc on a aussi des griots chez les... Comment on appelle les joueurs de balafon? Il ne faut pas le dire qu'il est griot, il n'est pas griot, il va tenir, non, je ne suis pas non, griot. mais comment on les appelle, ceux-là? Joueurs de griots non, lui, il est constructeur Balafola. Balafola. Voilà, Balafola. Il est Balafola. Et lui, spécialement, il construit. Il a la science du bois, la science pour construire. Donc, il a un savoir qu'il développe. Il essaie de m'expliquer parce que un balafoniste doit savoir accorder et changer des calebasses. Et changer les lattes quand elles sont abîmées, non? Oui, mais déjà, pour abîmer les lattes, il faut vraiment beaucoup se lever tôt. Est-ce que vous voulez nous jouer encore un petit truc? Parce qu'on a fini. Oui. Ça va tellement vite, l'émission, c'est fou. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Pour donner envie.
ça. L'apparence fait continuer, chiner les rêves, chiner les rêves, chiner les rêves. C'est pas ma soupiti qui me faible. Gros palais dit ou fort. C'est pas ma sou, c'est comme un ciel. Pitou qui suis fourni à la tête. Des rêves, et mon gars a pillé ça. L'apparence fait continuer, chiner les rêves, chiner les rêves, chiner les rêves. Avec notre langue et, et des choses du pays qui vous parlent aussi, non ça, Oui, bien sûr, ça me parle. Et puis, c'est comme ça, comme j'avais dit tout à l'heure, moi aussi j'ai pris les occidentaux, j'ai pris le pédale wawa pour le mai. Voilà. Il a fait contraire. Moi, je garde la même fonction, c'est celui que joue le balafon pour... Je suis aussi, j'ai une âme de conteur. C'est le conteur en Martinique qui est le griot est devenu le conteur en Martinique. Voilà. Et il y a plein de choses qui se retrouvent ici. Avant, on apprenait la musique à l'oreille. Il faut qu'on arrête. C'est à l'oreille ici. Ouais, mais on continue aussi. Il faut en qu'on Afrique arrête. aussi. Il faut qu'on arrête. Nicolas, vous improvisez aussi? Vous inventez des morceaux, non? Oui, alors moi je me concentre sur l'apprentissage de la kora traditionnelle pour l'instant. D'accord. Ben voilà. Dites au revoir à nos téléspectateurs parce qu'on a fini malheureusement. On vous aurait écouté encore des heures. Hein? Ouais. Et c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un petit mot aux téléspectateurs? Ah oui. Franchement, je suis très content. Je souhaite tout le monde longue vie et bonne santé. Bonne santé. Voilà. Bon, on espère qu'il en sera de même pour vous. Nicolas? Merci beaucoup. Et puis, venez voir Ali jouer. On joue un peu partout en Martinique. C'est le but. Il va revenir. C'est un échange perpétuel, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez les infos parce que ça ne passe pas forcément par les voies officielles. Hein. Voilà, il y a des petits canaux comme ça. Et parfois, des animatrices comme Rachel Thiam qui a parlé de M. Sissoko et qui m'a permis de savoir qu'il était à la Martinique et que Nicolas l'avait invité pour un certain nombre de petit concert, c'est ça? Voilà. Et puis, voilà, Gabriel. Eh bien, je dis bonsoir à tout le monde. En fait, je suis un passionné et voilà, je vais continuer ce travail-là, me perfectionner, descendre vraiment dans le berceau en Afrique. Donc, voilà, et moi, je fais un travail avec Papa Slam, avec le slam, parce que la parole est très importante pour moi. L'instrument est important, connaître la technique, mais surtout raconter des histoires et surtout éduquer le... Oui, mais ce sont des instruments qui accompagnent la parole, qui ne l'étouffent pas. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on les mette, qu'on vous les montre, chers téléspectateurs, ensemble. Parce que vous voyez, composer sur ces bases-là, c'est formidable, c'est riche. Et puis, on n'est pas en compétition. L'instrument est là à sa place, il n'est pas étouffé et la parole est entendue. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nos invités. J'ai été très heureuse de les recevoir. J'espère que vous allez le sentir aussi dans ce qu'ils vous ont présenté et que ça vous donnera envie, peut-être, pas seulement d'aller écouter, mais d'essayer d'accéder à ces outils qui sont aussi, qui font partie de nos vies ancestrales, de la vie des nôtres qui sont sur le continent et puis qu'on retrouve de plus en plus dans la diaspora. Je vous souhaite donc de bonnes vacances et puis voilà, faites-nous part, faites-nous remonter vos impressions si vous voulez au 71 27 27 par le fixe de la télé Zouk TV. Je remercie donc Yannick qui nous a accompagnés cet après-midi et François et Manuel Amont-Louis et puis le directeur de Zouk TV, Monsieur Emmanuel Granier. Et je vous dis à très très bientôt.